Gwendoline, merci beaucoup. Je suis super honoré de t'avoir avec nous ce soir pour ce podcast. Donc Gwendoline, c'est une supra championne de karaté. Je voulais vraiment qu'elle vienne dans ce podcast pour qu'on puisse parler de comment ça se passe concrètement pour un champion, pour arriver au plus haut niveau. Comment ça se passe mentalement quand ça marche bien, quand ça marche moins bien, quand on a des doutes. Parfois, on voit un petit peu trop le côté glamour de la réussite, mais il y a tout un côté travail et je sais que tu es une grande travailleuse. Et donc, je voulais qu'on parle de tout ça. Est-ce que tu pourrais nous rappeler et rappeler aux auditeurs quel âge tu as et puis quel est ton palmarès en karaté? Moi, j'ai 20 ans et je suis actuellement triple championne du monde, donc championne du monde junior et 2 fois championne du monde du 21. J'ai été aussi championne d'Europe et puis j'ai eu j'ai eu 4 médailles européennes et 2 5e places au championnat d'Europe. Et je suis 14 fois championne de France. Après, il y a tout ce qui est Open internationaux et tout. Ben, j'ai dû être vainqueur une quarantaine de fois d'Open internationaux, etc. Voilà. Tu m'as dit aussi, tu me l'as pas redit là, mais tu m'as dit aussi que l'année dernière, tu étais classé numéro un mondial. Oui, voilà. Donc, en fait, l'année dernière, j'ai effectué ma première année chez les seniors et j'ai remporté le prix de première mondiale de ma catégorie en Alors, senior. comment ça se passe? Comment on devient numéro un mondial de karaté? Comment ça se passe exactement? Alors en fait, c'est très simple, c'est que à partir des seniors, on a environ 10 compétitions, on pourrait dire que c'est des coupes du monde où seulement les 50 premiers mondiaux peuvent participer. Et donc en fait là, tout simplement, on est obligé de participer à toutes et on doit toutes les gagner ou au moins faire le meilleur résultat. Et en fait, il y a un classement à la fin de l'année et donc du coup, j'ai remporté ce titre, quoi. Est-ce que quand tu remportes un titre comme ça, quand tu deviens numéro un mondial de karaté, est-ce que l'État te donne quelque chose? Est-ce que tu as une récompense quelque part de la fédération de karaté? Est-ce que tu as une récompense pour ça? Si on parle d'argent ou quoi, oui, on a un petit chèque déjà. Et ça, je trouve que c'est important parce que dans notre sport, c'est pas forcément ce qui est forcément le plus Le enfin, pratique. ouais, voilà. Et en fait, du coup, et en plus, en fait, je pense que ce qui est le mieux, c'est surtout l'année d'après, en fait, pendant un an, on porte un kimono en or, en fait. Donc, ça nous démarque des autres. Je pense que c'est important même au niveau de notre visibilité, au niveau quand on rentre sur le tatami, voilà, on est en or, quoi. Voilà, ça marque les esprits et c'est plutôt cool. C'est génial ça. Est-ce qu'ils le font en MMA? Ils le font aussi sur les MMA amateurs. Est-ce qu'ils le font aussi pour les. Nous, ils le font pour les champions du monde en titre, champions d'Europe et numéro un mondial. Est-ce qu'ils le font aussi pour vous pour pareil? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est un peu différent? Comment ça, ils font quoi? Pour la tenue en or, Ouais. nous, en MMA amateur, ils le font pour le champion du monde, le champion d'Europe et le numéro un mondial. Alors nous, c'est fait seulement pour le champion du monde et le numéro un mondial. Ok, Le champion d'Europe. ok. Voilà. Et donc, par contre, c'est vraiment que en senior. Moi qui ai fait mes 3 titres de championne du monde chez les jeunes, j'avais jamais eu l'opportunité et puis la chance de porter ce kimono en or. Et puis, là, je l'ai porté toute la saison passée. Ça a été vraiment un honneur, quoi. Toi, t'as commencé comment ça t'est venu le karaté? À quel âge tu as commencé le karaté? Est-ce que tu avais des pratiquants dans ta famille? Comment ça se passe tes débuts dans le karaté? J'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans, tout simplement parce que ma mère, mon père, mes frères, mon grand frère, ma grande sœur en faisaient. Et donc, du coup, avec ma petite sœur, quand on a eu l'âge, on s'est dit, allez, c'est parti, on s'y met. Et puis, au final, moi, j'ai tout de suite accroché. Et puis, je suis encore là aujourd'hui, quoi. Eux, ils pratiquent encore? Ils pratiquent plus? Mon père est devenu coach. Et sinon, tout le monde a laissé de côté le karaté, puis a essayé un petit peu de tout. Et toi, tu étais la petite dernière à pratiquer le karaté alors? Avec ma petite sœur, ouais, on s'est mis en dernier au karaté. Et puis, ouais. Et du coup, donc tu te mets au karaté à 5 ans. Tu commences, je sais pas, tes premières compétitions à quel âge?
Bah, très rapidement parce que bon, du coup, je participe à des petits interclubs et tout. Mon papa est ancien légionnaire, alors il est à fond dans la compétition et tout. Et du coup, ça, je pense que ça lui tenait à cœur de nous faire participer à des compétitions et qu'on ait un petit peu cette âme de compétiteur. Et donc, du coup, j'ai vite participé à mes premières compétitions, je pense, dès 7-8 ans. Et puis, ben, au début, c'était pas trop la gloire, quoi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Bah, je perdais beaucoup parce que en fait à l'époque c'était des règles différentes. Quand on tapait trop, quand on faisait mal à l'adversaire, surtout quand dans les petites catégories, en fait l'autre marquait un point. ok. Et du coup, ben moi je tapais vraiment trop. J'étais vraiment une petite bagarreuse et du coup je perdais beaucoup de combats comme ça en fait parce que du coup l'autre avait plein de points et Tu dis ça c'était avant, ça a changé parce que nous, la vision un petit peu hors karaté, je vais être subversif dans ce que je vais dire, mais la vision hors karaté, c'est un peu le karaté, on touche mais on tape pas. Est-ce que tu pourrais nous revenir sur précisément quel niveau d'impact que vous pouvez donner en karaté sur ben, les coups? je pense que si on reste sur du karaté traditionnel et puis du karaté loisir, en fait, oui, bien sûr, on n'est même pas à la touche. Hein, vraiment, on est à distance, etc. C'est vraiment quelque chose de contrôlé. Maintenant, en compétition, avec la vitesse qu'on met, et puis, ouais, franchement, on se fait bien mal, quoi. Il y a des nez qui saignent, il y a des petits cocards. Non, franchement, et puis il y a aussi des traumatismes crâniens. C'est un peu plus rare que dans d'autres sports, hein, bien évidemment. Mais, mais, euh, mais ouais, il y a, Il y a de enfin, l'impact. moi-même, j'ai eu 2 traumatismes crâniens. Bon, j'ai jamais saigné du nez, mais j'ai déjà fait saigner du nez, même à l'entraînement. Donc, enfin, c'est un sport. Je pense que quand on le fait à ce niveau-là, faut pas avoir peur de prendre des coups. Good. Et donc au début, donc tu me disais, tu commences, au début ça se passe pas trop bien. À partir de quel âge? Et tu persistes quand même, malgré le fait que ça se passe pas trop bien. Quoi, t'aimes bien l'ambiance de la compétition? Qu'est-ce qui fait que bah, tu continues malgré le fait que tu gagnes pas? Bah, franchement, je saurais pas quoi dire. Je pense que c'est un petit peu inné. Voilà, j'aime le challenge. À chaque fois, repartir, m'entraîner et puis essayer de corriger des choses. Euh, je pense que mon petit moi intérieur me disait, mais c'est pas possible, faut que tu changes les règles. Mais j'avais toujours mon père ou quelqu'un pour me dire, non, Gwendoline, c'est toi le problème. Les règles, tu les changeras pas. Faut que tu vives avec. Et donc, c'est à toi de changer. Et du coup, ça me donnait des nouveaux challenges à chaque fois. Et je pense que j'aimais du coup, enfin, me défier tout le temps. Donc tu dis ton père, il n'était pas dans cette mentalité de dire c'est de la faute des arbitres, c'est de la faute des coachs, c'est de la faute de... C'est ce qu'on entend parfois dans les compétitions des enfants. Ouais. Beaucoup, l'arbitre se connaît pas, ou alors t'aurais dû gagner. On entend beaucoup, c'était pas sa mentalité. Non, non, non. Moi, il m'a toujours appris, enfin, même parce que ça arrive, les erreurs d'arbitrage. Enfin, je pense que les arbitres ils sont aussi humains que moi, que Mhm. tout le monde. Et mon père m'a même dit, Gwendoline, les erreurs d'arbitrage, on aura toujours. Si tu es meilleur, tu gagneras même avec. Et voilà. Et moi, à chaque fois qu'il y a une erreur d'arbitrage qui joue pas en ma faveur et qui peut-être pourrait me faire perdre un combat, je me dis, OK, Gwendoline, c'est que t'as pas été assez forte pour, enfin, tu aurais dû dépasser ça et même une petite erreur d'arbitrage, ça aurait pas dû te faire perdre, quoi. Il faut être au-dessus de ça. Et donc, à quel âge tu commences ça commence à mieux se passer? Je pense que c'est progressif, c'est pas d'un coup, ou peut-être que je me Non, trompe, si. non, ouais. En fait, à 9 ans, je participe à mon premier championnat de France et je fais troisième. Bon, bah après, on est petit, voilà, je pense qu'il Mhm. y a peut-être un peu de chance et puis, enfin, on se rend même pas trop compte. Voilà, on est super content, on a fait troisième et tout. Et donc après, l'année d'après, à 10 ans, je recommence et puis je refais troisième. Bon, là, par contre, je suis moins contente. Je me dis, attends, l'année dernière, j'ai déjà fait troisième, voilà. Et en fait, l'année encore d'après, quand du coup j'ai 11 ans, ben, j'obtiens mon premier titre de championne de France. Et en fait, je pense que c'est toujours un truc, on vise toujours plus haut. Et en fait, bah, depuis, ben, j'ai pas perdu un combat en championnat de France. Voilà. Depuis tes 11 ans. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est une pression, ça? Est-ce que du coup, si tu vas sur un championnat de France, tu as d'autant plus de pression parce que bah, voilà, t'as pas cédé de défaite sur ton territoire depuis 9 ans et du coup, bah, voilà, c'est important pour toi. Ou alors, est-ce que bah, c'est pas une pression parce que tu sais ce que tu vaux au final?
Non, c'est énormément de pression. C'est comme si demain on me demandait de faire un championnat départemental, mais ça serait encore pire. Franchement, je pense que j'en dormirais pas de la nuit parce que non, c'est énormément de pression parce qu'on se dit bon, on a fait tout ce qu'on a fait plus haut, alors on n'a pas le droit à la moindre erreur parce que les gens ils seront derrière, enfin derrière moi et puis ils seront là à épier tout ce que je fais et tout. Donc non, c'est vraiment énormément de pression à gérer. Bon après, il faut savoir que ça fait maintenant 2 ans, donc depuis le début des qualifications olympiques, que je n'ai pas participé au championnat de France. Pourquoi? Alors, parce qu'on a eu en fait des qualifications extrêmement, enfin, je sais pas, mal faites, en fait, mal fichues. Et en fait, on a eu énormément de compétitions, et vraiment énormément. Et donc, du coup, il a fallu faire des choix. Et les championnats de France ne rentraient évidemment pas dans les compétitions de qualification aux Jeux Olympiques. Et mon objectif, c'est clairement les Jeux Olympiques. Donc, j'ai préféré mettre ça de côté et vraiment me focaliser sur bah, du coup, les compétitions sélectives aux Jeux Olympiques. Gwendoline, est-ce que tu pourrais revenir sur je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas vraiment comment ça se passe, le système de qualification pour les Jeux Olympiques. Comment ça se passe? Alors, bah, tout à l'heure, je disais que j'avais été première mondiale grâce à 10 Coupes du Monde dans l'année environ. Donc, il y avait eu un classement. Bah, là, en fait, c'est un peu la même chose. Ça fait 2 ans. En fait, on a plein de Coupes du Monde comme ça. Donc, je dis Coupe du Monde. Nous, on appelle ça des premières ligues, mais Coupe du Monde, ça parle à tout le monde. Donc, du coup, plein de Coupes du Monde, donc une dizaine par année. Donc, du coup, on en a eu environ 20. Et donc, en fait, à partir de là, il y a un classement après qui est défini. Et c'est seulement les 4 premières mondiales de chaque catégorie qui seront sélectionnées aux Jeux Olympiques. Ok, donc les quatre premières, et puis après, dans une KT au JO, vous êtes combien? 16, 32, 64? Ah non, dans une catégorie, on est 10. Donc du coup, c'est extrêmement peu par rapport à tous les combattants qu'on est. Et donc du coup, alors et après en fait, on a un tournoi de qualification olympique. Donc c'est un peu, nous on voit ça un peu comme le tournoi de la dernière chance. Si on n'est pas dans les 4 premiers, on a une dernière chance de se rattraper et d'être qualifié. Et là du coup, sur ce tournoi, il faut terminer dans les 3 premières et puis pour être qualifié. Et après, ben du coup, il y a une place pour le pays hôte, une place pour un continent non représenté ou quelque chose comme ça. Et Il y a un quota continental, il y voilà. a... c'est ça. Mm. Puis après, donc c'est un gros parcours du combattant, c'est énormément de compétition, c'est performer tout le temps contre les meilleurs du monde. Ouais, voilà, c'est ça. Même peut-être un trop gros parcours de sélection, je pense. Mais bon, voilà. Après, on subit un petit peu. Bon, on veut tous être au jeu, donc on participe à tout. Mais ouais, c'est quelque chose d'énorme, de génial, mais en même temps de waouh, de costaud. Tu dis trop gros, peut-être que c'est le moment qu'on parle de cette blessure qui t'est arrivée est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et peut-être ensuite ton retour d'analyse là-dessus, Ouais. sur le pourquoi? Alors, du coup, en gros, il faut savoir que je me suis blessée pendant une compétition, donc pendant une Coupe du Monde, à Dubaï le 15 février, là, 2020. Donc, il faut savoir que juste avant cette compétition, j'étais 5e mondiale à une place de la qualification olympique. Et donc, du coup, franchement, j'étais vraiment très bien lancée dans ma compétition. Donc, je gagnais mon combat et en fait, à peut-être 20 secondes de la fin, une vingtaine de secondes de la fin, je fais un mauvais appui, mais un appui que j'ai dû faire des centaines et des centaines de fois, quoi. Et en fait, bah, cette fois-ci, bah, mon genou lâche, en fait. Et donc, ça a vraiment été une terrible épreuve. Donc, en fait, je me suis fait une rupture des ligaments croisés, du ligament croisé antérieur, rupture du ligament interne du genou. Bref, il y a tout qu'à péter. Mais bon, dans ma chance, le ménisque n'a pas été touché. Mais donc, du coup, voilà, il arrive ce moment. Alors, bon, je sais pas pourquoi, je pense que c'est comme si j'étais en état de choc. Je sais même pas si j'avais mal ou pas, mais j'hurlais. Donc, ensuite, bon, quelques minutes passent, peut-être 5, 10 minutes. Ensuite, bon, bah, je me relève, j'ai envie de recombattre, en fait. Donc, je boite, je me remets en position pour démarrer le combat. Et en fait, au moment où je vais pour redémarrer le combat, bah, en fait, je me rends compte en mettant du poids sur ma jambe que mon genou, en fait, ma jambe ne tient plus. Je peux plus poser le pied par terre, en fait. Et du coup, ben, je m'écroule. Et bon, ben, j'essaie de me relever, mais ben, mes coachs, en fait, disent stop, en fait, voilà, aux arbitres et leur font signe
en fait, que j'abandonne, quoi, que je continuerai pas le combat. Et donc ça a été vraiment wow, hyper traumatisant. Même quand j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions parce que ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose de. Tu... Qu'est-ce qu'est-ce qui passe par ta tête pas au moment où la première fois donc j'ai vu les images, elles sont disponibles sur le net, sur ta chaîne YouTube. J'ai Ouais. vu ces trucs. Moi, j'ai été très touché par ton témoignage et par la vidéo, etc. Je t'ai envoyé un message même. Mm. euh, Le moment je parle pas le moment où tu t'effondres, je parle du moment où Ludovic l'éponge. Il me semble que c'est Ludovic qui était dans ton coin. Ouais. Et il vient sur le tatami, il te prend dans les bras et il te transporte en dehors du tatami. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Comme c'est comme si en fait, je me forçais à ne pas laisser de penser, en fait, envahir mon esprit, ma tête, mais en fait, comme si je le savais, voilà, ça, c'était là, mais j'avais pas envie de le voir. Je savais que c'était quelque chose de très grave. Je pouvais plus marcher et j'avais jamais ressenti ce que j'ai ressenti là. Voilà, je pense, j'ai toujours une bonne intuition et là, je le sens mal. Et en fait, c'est pas un combat du coup que je perds, c'est pas un abandon ou quoi. En fait, ce qui fait le plus mal, c'est que je me rends compte que waouh, c'est la fin. C'est pas la fin de la compétition là, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça va être une coupure quoi. Et c'est vraiment ça que je ressens. Et je fais que dire non, 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 comme si je savais ce qui se Mhm. passait, mais que je voulais pas y croire. Et franchement, c'est. Après, je me retrouve en salle de chauffe. Du coup, on me porte jusqu'en salle de chauffe. Et voilà, je suis allongée. En fait, j'ai même pas mal. Enfin, je sais même pas. Je pense que je suis dans un état second, en fait. C'est juste là, je me dis, waouh. Là, ce moment, ça crée une coupure et ça va changer quelque chose, en fait. Ça va vraiment changer le cours des choses. Presque comme si c'était un tournant dans ta vie, comme si tu sais qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose pendant un certain laps de temps que tu peux pas définir, mais ça va changer le cours des choses de ta qualification olympique qui était presque, je vais pas dire qui a été faite, mais qui était vraiment sur le bon chemin, comme tu dis. Qui était, ça, tu le sais tout de suite dans les vestiaires, tu le sais. Ouais, même, enfin, au moment où on arrête le combat, même, je pense plus à la compétition, je pense plus, même à la qualif olympique. Je me dis juste, waouh, il se passe un truc et c'est là. Je me dis même pas c'est la fin de quelque chose. Je me dis là, il va y avoir une coupure, il va y avoir un truc. Ouais, voilà, ça va vraiment tout changer. La suite, c'est quoi du coup? La suite, une fois qu'il y a eu ça, comment ça se passe pour toi? Et comment, ce qui m'intéresse même le plus, c'est comment tu passes à autre chose. Comment t'avances Bon, ça a été via ça. très, très compliqué. Déjà, au début, je savais pas ce que j'avais. On me dit, bon, bah, il faut attendre au moins, enfin, il va falloir attendre quelques jours, il va falloir faire des examens. J'étais à Dubaï, je pouvais pas faire des examens en pleine compétition. Mhm. Donc, du coup, bon, le docteur, de toute manière, je le vois le lendemain. On voit que moi, en plus, il me dit, si ton genou demain, il gonfle, c'est qu'il y a rupture du ligament. Bon, moi, je vois le lendemain, mon genou, bon, il me faisait très mal, mais il gonfle presque pas. Je me dis, bon, c'est bon signe. En fait, quelques heures après, c'était épouvantable. J'avais un genou qui avait triplé de volume. Et puis, mais d'un autre côté, les médecins, ils pouvaient pas s'avancer en me disant, tu as une rupture des ligaments croisés ou quelque chose comme ça. C'était impossible qu'ils s'avancent comme ça sans test, sans IRM ou quoi. Donc, en fait, du coup, bah, j'avais quand même un petit espoir et ça a été très compliqué. Franchement, je pense que bon, au final, j'arrive en France. Je pense que dans ma tête, j'étais prête. Voilà, je savais que c'était ça. J'étais prête. Il me manquait plus qu'à poser un nom sur ce que j'avais, mais voilà, je savais ce que c'était. Voilà, donc l'examen est passé. Et en fait, au final, ça a été, je pense, on va dire les 10 jours peut-être les plus durs de ma vie. Bon, après, je suis jeune, hein, j'ai pas connu non plus. T'avais pas connu le coronavirus encore. Voilà, j'avais pas encore Ah, connu le coronavirus, mais non, franchement, ça a été les 10 jours les plus durs de ma vie. D'abord parce que quand dans ta tête, t'es à fond, t'es remonté à bloc et que bah tu peux même pas bouger les orteils, que ta jambe elle répond plus, elle est comme morte et que tu essayes juste de tendre ta jambe ou de la plier un tout petit peu et ça répond pas, ta jambe est vraiment morte. Mais là je me dis oh là 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 là, je m'en sortirai jamais.
Là, j'étais dans un trou noir. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que moi qui communique beaucoup sur mes réseaux, on m'a plus vue. Je pense que, enfin, d'habitude, si on me voit pas maximum un jour, c'est très rare déjà. Mais là, voilà, pendant au moins 10 jours, on ne m'a pas vue du tout. Et, euh, et pourtant, j'aime ma famille, j'aime mes parents, j'aime tous mes proches, mais en fait, j'avais besoin d'être seule. Et j'avais pas envie de recevoir de pitié de personne. En fait, je voulais recevoir beaucoup d'espoir, mais je savais que si je parlais à mes proches, si ça allait pas être de l'espoir que ça allait être. Mon père, je l'ai appelé au téléphone, je pense qu'il avait les larmes aux yeux, enfin peut-être qu'il a pleuré, je sais pas. Ma mère, elle a pleuré. Et puis non, franchement, c'était quelque chose de très compliqué. Et je pense que ma première réaction, ça a été de me refermer sur moi-même et de me dire, wow, déjà, Gwendoline, accepte cette situation et ensuite, tu pourras en parler et puis affronter ça. Même si toute seule, j'accepte pas, je pourrais pas l'affronter aux yeux de tous. Donc, Accepter, c'était accepter quoi? C'était accepter quoi précisément? bah, en fait, je savais pas trop. Mais Mhm. plus les jours sont passés et plus je me suis dit, OK, en fait, j'accepte que je me suis blessée. J'accepte que mon parcours olympique, il se déroulera pas comme j'ai envie qu'il se déroule. Mais je suis très croyante et je crois que tout arrive pour une raison. Et je me dis aujourd'hui, voilà, c'était peut-être cette raison. De toute manière, voilà, les jeux sont repoussés et tout. Mais c'est vrai que sur le moment, en fait, j'accepte surtout la situation. Ok, je me suis blessée, d'accord. C'est pas la fin de quelque chose. En fait, c'est le début d'une autre aventure. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Allez, je me lance dans une nouvelle aventure. J'ai tant de jours, nanana et tout pour me réparer. Peut-être que ça sera impossible, mais je tente, j'irai jusqu'au bout. Et du coup, tout de suite, tu vois la lumière, quoi. C'est un nouvel objectif, une nouvelle aventure. Et comme je marche au challenge, voilà. Donc, donc finalement, alors, déjà, j'aimerais qu'on remette le contexte parce que c'est pas tout le monde qui est au courant du contexte. On est dans quel mois quand tu te blesses au genou comme ça? Alors, je suis au mois de février. On est au mois de février. Le dernier tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques, il est à quel moment? Alors, du coup, en fait, il restait plus que 3 compétitions de qualification Il reste plus que trois compétitions. avant la fin des Ça fait qualifs. 2 ans, ça fait 2 ans que tu prépares cette échéance. Et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les Jeux Olympiques, le karaté est aux Jeux Olympiques à Tokyo, mais le karaté ne sera pas aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc, quelque part, manquer ces JO, c'est fort probablement ne jamais faire les JO. C'est ça l'enjeu qui est derrière quand même. Ouais, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ouais. Et donc, tu acceptes la situation comme tu dis, OK, on va faire différemment, comment on va faire? Du coup, en fait, pourquoi ça a été vraiment le trou noir parce que du coup, ouais, je l'ai pas dit. Du coup, je savais que là, c'était mort pour les 3 dernières compétitions de qualification. De toute manière, je marchais même pas. Voilà, je fallait pas se voiler la face. C'était les 3 dernières, en fait, elles se regroupaient en un mois. Donc, bon, j'aurais jamais été prête en un mois. Et donc, par contre, j'avais une dernière chance de me qualifier. Du coup, c'était avec le tournoi de qualification olympique donc qui se déroulait en fait, qui devait se dérouler début mai. Et donc du coup, bon, on est très honnête, je vais voir le chirurgien me dit, il faut se faire opérer. Moi, je lui dis, mais non, si je me fais opérer, je serai jamais remise sur pied début mai pour le tournoi de qualification olympique. Et du coup, je peux faire une croix sur les Jeux olympiques. Et du coup, il me dit, ok, mais si tu te fais pas opérer, tu n'as que 1% de chance d'y arriver. Je lui dis, OK, ça me va. On me donne 1% de chance, OK, je prends le 1% et je me bats jusqu'au bout. Et c'est ma seule chance de toute façon. Sinon, c'est mort. Donc, autant tout essayer. Et du coup, en fait, je décide de pas me faire opérer pour pouvoir, en fait, tenter le tournoi de qualification olympique. Et comment sans te faire opérer, tu peux. Donc, l'idée, c'est je me fais pas opérer. Du coup, comment tu fais en fait? Comment tu fais pour retrouver une jambe qui te permet de faire du karaté au très haut niveau pour le tournoi, comme tu dis, le tournoi de la mort qui te permet de te qualifier et ensuite d'enchaîner avec les JO parce le but, c'est pas que de se qualifier, je suppose. Bah oui. Alors, Ouais. c'était quoi le plan? Comment on fait?
En fait, je pense que honnêtement, il y avait pas de plan. C'est voilà, je prenais les choses comme elles venaient. Je pense, j'ai mis, j'ai pris des mois et des mois pour tout calculer. Tiens, il reste tant de compétitions, il reste tant de choses, il reste tant de combats, et tout marchait bien, tout fonctionnait vraiment comme. Bah, franchement, j'aurais peut-être pas pu espérer mieux pour euh, pour ça. Et en fait, bim, là, ça arrive. Je me dis, moi qui ai toujours fait les choses correctement, j'ai toujours, en plus, je suis Miss calculatrice, quoi. Je calcule tout et pour que tout soit en ordre et tout. Et là, ce qui m'arrive, je me dis, OK, arrête de calculer, prends les choses comme elles viennent. Et en fait, tout simplement, je me dis, Gwendoline, tu te concentres sur une seule chose, c'est si tu te fais pas opérer, tu as 2 mois, en fait, pour que ton genou, bah, pour que tu tiennes et que tu puisses faire du karaté dessus, en fait. Voilà. On m'a dit, il y a qu'1% de chance pour que ça marche, mais vraiment même pas 1%, quoi. Et je me dis, bon, bah, ça marchera peut-être pas, mais au moins j'aurais tout donné, quoi. Et Hmm. j'aurais vraiment été au bout de l'aventure. Et après, je pense que, voilà, après, si ça marchait et j'étais à fond pour que ça marche, bah après, je me serais remise encore, relancée dans une aventure jusque Tokyo, en fait. Donc, Hmm. je pense que je prenais après un peu les choses comme elles venaient. Ouais, il y avait pas de. Donc, est-ce qu'au final, quand même, c'est du coup ce report des JO, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle pour toi? Bah, comme je disais, hein, tout arrive pour une raison. J'espère que ça arrive pour moi. Voilà. Non, franchement, je pense que je suis l'une des seules athlètes qui peut se réjouir du report des Jeux Olympiques. Franchement, c'était très, très chaud. Et là, j'ai toutes mes chances et c'est top, quoi. Bon, c'est euh, l'aventure, l'aventure, elle est incroyable, l'aventure que tu décris depuis tout à l'heure. Euh, du coup, je voulais te parler d'autre chose. Je voulais te parler puisqu'on parle des hauts, on parle des bas, on parle de ce qui s'est super bien passé. Tu décrivais tout à l'heure, tu parlais de toutes ces victoires que tu as eues au championnat de France sur le plan national. A priori, d'après tous les titres dont tu m'as parlé, ça se passait aussi bien sur le plan international chez les jeunes, parce qu'en gros, tu as tout raflé, quoi, les titres européens, les titres mondiaux, etc. Quand tu arrives au Crêpes Île-de-France, c'est en quelle année que tu arrives au Crêpes? C'est en 2016, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est en 2016. Ouais. C'est en 2016. Tu arrives au Crêpes Île-de-France. Tu t'es encore espoir, tu es déjà senior, t'es quoi? Alors, ah bah non, du coup, c'est en 2017 que j'arrive au Krebs. Et en fait, 2017. donc, je venais tout juste, en fait, d'avoir 18 ans. Et donc, du coup, quand j'arrive au Krebs, en fait, ma saison, elle se lance en senior. Donc, je rentre tout juste en senior, en fait. C'est ta première saison en senior. Ouais, voilà. Et dans ta catégorie, tu as quelqu'un, parce que le karaté français, c'est quand même du bon karaté hein, sur le niveau mondial, d'autant plus chez les féminines. Mm. Dans ta catégorie, tu as une fille qui est quoi, 2 fois championne du monde, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2 fois championne du monde. Et puis, peut-être, Championne d'Europe en je sais titre? pas combien de fois, même vice-championne du monde, championne d'Europe. Ouais, en titre, oui. En titre? Ouais. C'est cette année-là, je crois qu'elle fait championne d'Europe, ou l'année d'avant. Enfin, c'est dans ces eaux-là, quoi, qu'elle fait De championne toute d'Europe. manière, voilà, en finale des championnats d'Europe des années et des années, enfin pendant des années, ça c'est sûr. Donc, ouais, une athlète bah, très forte du coup. Euh, donc, euh, donc ouais, du coup, moi j'étais la petite nouvelle. Déjà, moi quand je suis arrivée au pôle, du coup, au Krebs, du coup, en fait, on me dit, on venait de créer un pôle olympique. Donc, vu que le karaté venait de rentrer aux Jeux Olympiques. Et donc, moi, on m'appelle. Donc, j'accepte l'invitation à fond. Je suis hyper motivée. J'arrive au Krebs. Mais on me dit, bon, Gwendoline, bon, tu as 18 ans. Euh, tu es pas connue chez les seniors. Personne ne te connaît. Tu n'as jamais rien fait, quoi, en senior. Tu existes pas quoi, hein. Même sur le ranking, je suis même pas, enfin je suis même pas écrite. Donc ils me disent clairement que ben c'est pour 2024. Voilà, Paris 2024. Bon, Tu vas bah être un sparring. Quelque part, tu es invité en tant que bon sparring pour les autres, quoi. voilà. Et puis bon, bah de base on savait pas que le karaté ne serait pas reconduit en 2024. Donc bah moi je me dis ok, c'est génial. Déjà bon bah tant mieux pour les autres si je peux leur apporter, mais surtout pour moi, je vais pouvoir m'entraîner avec ben, tous les champions du monde, seniors et tout, que il y a quoi, il y a 5 ans, bah, j'idolâtrais et tout. Donc je me dis bah c'est génial quoi, je rentre vraiment dans la cour des grands
Et puis, si le karaté au JO de 2024, c'est génial, quoi. Je serai au top. Petite question, jusque-là, tu t'entraînais où? Alors en fait, je m'entraînais au Samouraï 2000, donc c'est un centre de formation qui est au Mans. Et donc du coup, il faut savoir du coup que dans ce club-là, j'avais également, aujourd'hui, j'ai également une fille qui est dans ce club-là, donc qui est aussi, qui était à l'époque du coup numéro 2, voilà, et qui était aussi championne du monde, qui était aussi très forte. Et du Qui? coup, comment? C'est qui? Leïla. Ok. Et donc du coup, on a 5 ans d'écart. Donc moi, c'était la grande de mon club. Et en fait, après, j'ai décidé de partir à Cormeilles. Voilà. Donc là, j'ai vraiment trouvé un club coup de cœur. Et donc j'y suis toujours aujourd'hui. Et euh, et donc tout fonctionne très bien. Et Quand tu arrives au Krebs, est-ce que tu es déjà dans ta structure du Mans? Est-ce que tu es déjà dans une structure où tu t'entraînes une fois par jour, deux fois par jour? Est-ce que tu es déjà dans une vraie structure de haut niveau ou vraiment tu découvres le haut niveau, la préparation physique, les entraînements bi-quotidiens, les cours perso, etc. Au Krebs Île-de-France? je pense que c'était très différent où j'étais. Alors, c'était très professionnel, mais c'était un centre de formation. Donc, c'était un entraînement par jour. C'était pas vraiment de la prépa physique. C'était on allait faire un footing, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment redécouvert quand même le vrai planning, le vrai emploi du temps du sportif de haut niveau quand je suis arrivée vraiment au Krebs. Mhm. Donc, tu arrives au Krebs, tu es la petite jeune. Il y a Lucie qui est le monument, un des monuments du karaté féminin français. Et toi, tu commences comme on t'aligne quand même sur les compétitions internationales, malgré tout, on te fait confiance. Oui, bah oui, en fait, au début, ils ont décidé de créer un groupe jeune. Donc, du coup, plusieurs jeunes comme moi, qui étaient prévus pour 2024, se sont dit, bon, on va les lancer sur des compétitions chez les seniors et on va voir ce que ça donne. Et puis, bon, voilà, plus vite ils sont dans le bain et puis plus ils progresseront, quoi. Et au final, pour moi, ça se passe plutôt bien et plutôt vite, quoi. Donc, c'était plutôt cool. Donc tu gagnes. C'est ça que t'es en train de me dire. Tu commences à gagner les compétitions. Voilà, donc déjà c'est assez marquant parce que du coup première compétition Open de Paris, donc une Coupe du Monde à la maison. Je pense que c'est la. Bon, je parle en Coupe du Monde. Nous en tant que karatéka, on parle pas Coupe du Monde, on dit Première Ligue, mais je pense que c'est mieux que je dise Coupe du Monde ici. Du coup, en fait, c'est vraiment la Coupe du Monde la plus prestigieuse de l'année. Paris, c'est vraiment quelque chose de incroyable. Et donc, du coup, première compétition, je suis alignée. Déjà, toute ma famille est venue me voir. Il y a tout un stade rempli. Et en fait, bon, je gagne mon premier combat, je gagne mon deuxième combat, je gagne mon troisième combat, mon quatrième. Et en fait, il se trouve que je me retrouve en demi-finale contre cette Lucie, donc ce monument, donc voilà, comme tu l'as dit. Et en fait, je la bats et je la bats 10-0. Et donc, du coup, pour moi, c'est génial. Je suis C'est super le score contente. éliminatoire. En Ouais, karaté, 10-0, on arrête le combat. mm. Donc, voilà, le combat s'arrête avant la fin du temps et tout. Et enfin, c'est juste génial. Je suis vraiment sur mon petit nuage. Enfin, c'est une émotion, mais indescriptible. Enfin, ouais, juste trop génial. Sur le moment, je calcule même pas. Enfin, même tout le monde me dit, mais Gwendoline, ouais, t'as battu, nanana. Est-ce que tu penses après? Mais non, je m'en fiche. J'ai battu Lucie Ignace, quoi. C'est trop cool. Enfin, je m'en fichais de tout ce qu'il y avait autour. Voilà, j'avais battu la numéro 1 française. Et puis en plus, j'étais en finale de Coupe du Monde, quoi. C'était juste exceptionnel. Donc, et devant en plus tous les Français, toute ma famille, donc juste exceptionnel. Comment ça se passe? Tu gagnes l'Open de Paris? Ouais. Et en fait, du coup, j'espère que je vais pas me tromper dans les résultats. Mais donc du coup, juste après, il y a l'Open de Rotterdam, donc notre Coupe du Monde où les 50 premiers mondiaux seulement sont alignés. Et donc du coup, et ben là, hop, du coup, non, j'ai dit je gagne l'Open de Paris, mais je gagne pas l'Open de Paris. Je fais deuxième en fait. Je me trompe. Ok. Je fais deuxième, mais bon, c'est juste magique quand même, hein. Ouais, c'est énorme, quoi. Ouais, c'était juste énorme. J'étais sur mon petit nuage. Juste après, du coup, Coupe du Monde à Rotterdam, je gagne. Donc là, je me dis, waouh, c'était pas un
petit coup de bol, c'était pas parce que bon, des fois on dit la petite étincelle du débutant, voilà, la chance du débutant, mais là non, pas du tout. Je gagne l'Open de Rotterdam et puis juste après il y a un Open au Maroc et puis ben je monte encore une fois sur le podium. Alors je crois que c'était ça, du coup je crois que je fais troisième et en fait bah du coup ça s'enchaîne et hyper bien et en fait bah j'enchaîne les podiums et donc sur les 9 coupes du monde auxquelles je participe, je ramène 9 médailles. Donc bah ça s'était jamais vu, hein, je pense. Hein, enfin même au niveau des étrangers et tout, au moment où je l'ai fait, je pense que ça s'était jamais vu ou enfin en tout cas donc l'an français jamais. Donc je me suis dit wow franchement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton karaté à ce moment-là? Je sais on parle beaucoup de flow. Tu sais, le flow, cette espèce de sensation où tu viens sur le tapis, où tu viens sur une course, où tu viens sur quelque chose et en réalité, tu es là sans être là et ton corps parle à ta place et tu es juste dans le moment présent, ni dans l'instant d'après, ni dans l'instant d'avant. Tu es tellement bien que tout fonctionne en fait. Ben, franchement, c'est vraiment cet état d'esprit-là enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti durant les premières Coupes du Monde. Et en fait, après, plus ça passait, et en fait, plus j'essayais de reproduire en fait ce que je faisais. Et sauf que ben, chaque compétition est différente, et puis une compétition, même si on gagne, ça peut pas toujours être, enfin, on peut pas forcément faire toujours de beaux combats ou toujours être spectaculaire. Et en fait, ben, ça peut-être que je l'avais pas compris parce que bon, bah aussi. Bon, j'étais toute nouvelle, quoi. Et donc, du coup, en fait, j'étais sans cesse en train de. En fait, plus le temps avançait et plus je réfléchissais à, OK, qu'est-ce que je faisais avant qu'il va falloir que je refasse et tout. Et en fait, j'étais en train de me poser des centaines de questions, en train d'essayer de mettre quelque chose en place, alors que instinctivement, j'étais bien et j'étais forte sur le tatami. Et en fait, du coup, je suis rentrée en fait dans un engrenage qui fait que j'étais plus dans l'instant présent en fait et j'étais en train de me poser des questions comme si limite il y avait des petits yeux au-dessus de ma tête qui regardaient le combat et j'étais en train de me dire ah bah t'aurais dû faire ça Gwendoline mais j'étais plus dans l'instant présent en fait. Qu'est-ce qui fait pour toi que ce truc-là, ça t'était jamais arrivé auparavant? Et là, ça a commencé d'un seul coup, ça a commencé à t'arriver, cette espèce de décalage entre le moment présent et toi qui te regardes et qui essaie de retrouver des sensations pour te rassurer peut-être ou pour te mettre dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qui fait pour toi que c'est arrivé à ce moment-là? Bah parce qu'au début, je suis la toute nouvelle, je suis la petite du groupe, hein. Enfin, je suis la plus petite du groupe, donc forcément, bah personne croit en moi. Enfin, c'est un petit peu horrible à dire, surtout pour moi. Mais du coup, en fait, c'est ça, enfin, personne ne mise sur moi, en fait. Et donc du coup, bah il y a tout roule, il y a tout qui roule. En fait, j'ai personne que je vais décevoir. Enfin, je fais ma petite vie, ça passe pas, ça passe pas. Sauf que bon, j'en gagne une, j'en gagne deux, et puis hop, je refais une médaille, et je refais encore une médaille, et encore une médaille. Bon, bah là, du coup, tout le staff, tout le collectif, il commence à se mettre dans moi. Bah tiens, Gwendoline, c'est pas mal quand même ce qu'elle fait. Bon, en fait, au final, ouais, on est bien parti là pour cette qualif olympique. Et en fait, ben, du coup, il y a de la pression qui vient se mettre, en fait. Ouais. Et au final, ben, petit à petit, tu t'en rends pas forcément compte, mais elle te ronge un petit peu et en fait, ben, quand tu le remarques, ben, c'est trop tard, quoi. Elle est déjà là et puis t'as perdu, quoi. Parce que forcément, bon, bah, je savais que bah, ça allait pas durer éternellement, quoi. Que bon, bah, ces compétitions, tout gagner, bah, ça allait pas durer. Et puis, ben, au bout de ma 10e première ligue, bah, j'ai perdu. Tu fais pas de podium. Voilà, je ne fais pas de podium. Mm. Est-ce que ça, c'est avant ou après les championnats du monde ou parce que j'aimerais qu'on revienne sur cet événement, les championnats du monde où finalement, guidé par tous tes bons résultats, on te sélectionne du coup devant Lucie et t'es en train de tout gagner. En tout cas, tu as fait une saison exceptionnelle, tu es numéro un mondial. On te sélectionne à la place de Lucie, enfin à la place, t'as juste pris ta place, mais voilà. Mais il y a une Ouais. pression énorme. Je sais que elle fait une pression aussi sur les réseaux, etc. Je sais que, pas je sais, mais je pense que même au sein de l'équipe de France, elle est là depuis des années, donc il y a forcément des gens qui la connaissent depuis des années et qui l'apprécient depuis des années, donc je pense qu'il y a aussi une pression interne. Et toi,
tu as pris une place que tu as été chercher, que tu as mérité, mais avec une grosse pression. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment tu ressens cette pression? Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Ça a été une période très compliquée à gérer parce que en fait j'aurais aimé que ça m'arrive maintenant, mais bon forcément après on apprend de ses erreurs. En fait du coup je gagne tout en fait et donc du coup on me sélectionne. Alors au lieu en fait que ce soit quelque chose de très positif, en fait ça a été vraiment quelque chose d'horrible à vivre. Bon forcément j'étais très contente d'être sélectionnée je sais pas du monde, j'aurais échangé ma place pour rien au monde. Mais en fait, je suis passée complètement à côté de ces championnats du monde parce que la pression extérieure était trop forte et qu'en fait, au bout d'un moment, je me noyais dedans. Voilà, donc il faut savoir que bon, à 18 ans, on fait du sport. En plus, ben moi, ça marchait bien tout le temps. Chez les jeunes, je gagnais. Là, en plus, j'arrive chez les seniors, je gagne. Et donc, en fait, j'ai jamais eu à me confronter à quelqu'un et donc, du coup, même à la noirceur de quelqu'un, même. Hein. Et donc, du coup, parce que bon, dans le sport de haut niveau, les gens sont prêts à tout. Et moi, ben, c'est peut-être mon défaut, mais voilà, je suis pas prête à tout et je pourrais pas être méchante avec quelqu'un parce que, ben, elle a été meilleure que moi et bon, bah, je vis dans le monde des bisounours, on me l'a bien redit, voilà, je pense que, au bout d'un moment, faut se réveiller. Bon, bah voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais du coup, ça a été très compliqué à gérer la pression du coup sur les réseaux sociaux. Je recevais plein de messages. Puis même, il y avait plein de messages méchants et c'était vraiment catastrophique. Et du coup, j'ai perdu à ces championnats du monde et je le regrette beaucoup parce que du coup, il faut savoir que juste avant ces championnats du monde, il y a eu une Coupe du Monde, je l'ai gagnée. Juste après ces championnats du monde, il y a eu 2 autres Coupes du Monde que j'ai gagnées aussi. Donc bon, c'est vraiment, du coup, je me dis, La fille contre qui tu perds au championnat du monde, c'est une fille que tu as battue X fois. alors, la fille contre qui je perds au championnat du monde, donc, en plus, il faut dire, je perds au premier tour au championnat du monde contre la championne du monde en titre. Donc, chez les seniors, donc qui a fait pareil. Donc, je pense que d'ailleurs, elle a un peu un palmarès similaire à moi. Chez les jeunes, elle était très performante et tout. Et donc, du coup, c'est elle qui avait battu Lucie Ignace aux 2 derniers championnats du monde, il me semble. Donc, du coup, en finale. Donc, bon, c'était un sacré personnage. Mais donc, du coup, en fait, je la rencontre juste après, en finale de la Coupe du Monde à Paris et je la bats. Je la bats très bien. Et ensuite, je la re-rencontre juste après, en finale de la Coupe du Monde de Dubaï et je la rebats encore. Donc voilà, j'ai été déçue, en fait, déçue de m'être noyée par cette pression qui venait de l'extérieur, de pas avoir réussi à gérer. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, j'arriverai davantage à prendre, à prendre sur moi et à garder que ce qui est important, quoi. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, tu arriverais mieux à gérer ça que tu l'as géré à l'époque? Peut-être parce que du coup, je l'ai déjà vécu et c'est bête, mais bon, voilà, ça forge. Hein. Mm. J'ai subi la méchanceté des gens, j'ai subi la pression des gens. Et puis pareil, aujourd'hui, avec ma blessure, j'apprends que bon, voilà, ça va pas toujours comme on veut. Même quand on fait tout correctement, il y a toujours un petit truc qui fait que ça peut mal se passer ou quoi. Et du coup, non, franchement, je pense que j'aurais réussi à prendre vachement plus de recul. Le combat au final et la compétition de haut niveau, c'est pas que la compétition de haut niveau qui est sur le tatami le jour J quand tout le monde nous regarde, mais c'est aussi la compétition. Là, finalement, on peut presque dire en imaginant les choses, mais que tu avais un combat en dehors du combat. Tu avais un combat d'esprit, un combat de pression qui avait lieu en dehors de ton combat qui a eu lieu sur le tatami ce jour-là. Ah oui, complètement. Et puis, franchement, bon après, peut-être que tout le monde ne serait pas d'accord avec moi, mais je pense que aujourd'hui, on est tous comme des fous à s'entraîner, je sais pas combien de fois par jour, à faire, je sais pas combien de séries, de répétitions. En fait, voilà, faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre celui qui gagne et celui qui ne gagnera pas, bon, bien sûr, il y a du talent, il faut du talent, et puis il faut travailler aussi physiquement et tout. Mais au bout d'un moment, on est quand même nombreux sur un pied à peu près égal. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'il y a dans la tête, quoi. C'est le mental, c'est comment tu abordes ta compétition et comment tu arrives à gérer la pression.
Et comment alors, comment quand on est un champion, on aborde une compétition, on aborde un événement stressant comme ça, on aborde une grande échéance. Là, je sais que pour ceux qui nous regardent, ça peut être ça, mais ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être avoir à dire à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas réussi à dire pendant des années. Ça peut être parce que chacun, moi, j'ai pour idée que la compétition, au final, c'est une image de la compétition de la vie de tous les jours, quoi. Là, ta blessure, c'est une compétition de la vie. Et Ouais. puis, parfois, on perd un proche et c'est une autre compétition de la vie. Et parfois, on tombe, etc. On a des compétitions. En fait, la vie est faite de compétitions. Et toi, comment t'abordes qu'est-ce qui fait pour toi que mentalement, tu arrives à faire quelque chose sur le tatami, en tout cas quand ça se passe bien, que tu arrives à faire quelque chose d'exceptionnel comme ça sur le tatami. Bah, je pense qu'il y a certains des compétiteurs, moi ça m'est arrivé, hein, des fois en fait on subit la situation et en fait on oublie en fait on oublie, bon bah ok Gwendoline, t'as pas le choix, t'es sur le tatami mais t'as décidé d'être là et puis même si tu l'as pas décidé, voilà, t'es sur le tatami. Donc maintenant qu'est-ce qui te reste à faire? Est-ce que tu vas subir la situation jusqu'au bout ou est-ce que tu vas essayer justement d'aller chercher le plaisir en fait et justement de sortir de ton combat et de toute façon, ça peut arriver de pas réussir, ça peut arriver de passer à côté parce que bon, on n'est pas des machines. Maintenant, en fait, mon objectif, à chaque fois quand je rentrais sur le tatami, c'était Gwendoline, sois fière de toi à la fin du combat, donne tout et essaye de te faire plaisir. Et en fait, j'ai remarqué que en ayant cette devise de me faire plaisir, bah, au final, je ressortais des combats. Déjà, je me faisais plaisir. Et en plus, en me faisant plaisir, j'étais complètement libérée de Hmm. toute cette pression, en fait. Et du coup, bah, j'étais vraiment moi-même à 100%. Et ouais, je me mentais pas, quoi. Genre, enfin, j'essayais pas de me dire, ouais, Gwené, c'était bien, alors que c'est, non, juste, j'avais adoré mon moment. J'essayais pas de me dire, ah, ça c'était mauvais, ça c'était pas bien. Et au final, bah, ça marchait super bien. C'est énorme ce que tu dis parce que c'est des trucs que je retrouve. Le fait de se parler plutôt que s'écouter. S'écouter, c'est quand tu te dis je suis fatigué, ça tu t'écoutes. Se parler, c'est dit vas-y Nico, on y va, ou vas-y Gwendo, on y va, on va chercher ce truc-là, on va faire. Le fait d'accepter la défaite pour mieux gagner, parce qu'à partir du moment où tu dis si je donne tout et que je perds, j'ai tout donné, Mm. mais j'accepte que je peux gagner. J'accepte que je peux gagner, mais j'accepte que je peux perdre. J'accepte que je peux aujourd'hui tomber sur quelqu'un qui est plus fort, mais que si j'ai tout donné sur le tatami, bah, si je perds au final, au moins j'aurais tout donné et je serais fier de moi. Et c'est des trucs qui sont universels, ce que tu dis. Et moi, c'est pour revenir sur ma petite carrière de combattant, c'est des trucs que j'ai vécu sur mes derniers combats de grappling où j'ai pris du plaisir parce que j'ai accepté la défaite. J'ai gagné parce que j'acceptais la défaite. J'ai pris du plaisir parce que j'acceptais d'être dans le moment présent et je me parlais et je m'écoutais pas. Et ces choses-là, c'est vrai que parfois on met longtemps à s'en rendre compte. Parfois, toi, tu l'as découvert, tu l'as ressenti à un jeune âge et c'est top. Ouais. Mm. Et, mais Ouais. c'est super Et- important sur la performance mentale, comme tu dis, c'est ce qui fait la différence au très haut niveau. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. ouais, ouais, ouais. Et je pense aussi que c'est pas. Enfin, tu vois, il y a des compétitions où je me suis dit, Gwendoline, tu peux perdre. Et en fait, je me le répétais. Et je pense pas qu'en fait, euh, c'est quelque chose, tu vois, il faut pas seulement se le dire, il faut vraiment essayer de le ressentir. Ok, Hmm, je peux perdre. Demain, ce sera pas la fin du monde. Il y en hmm, aura d'autres, des compétitions. hmm. Enfin, par exemple, si on prend, enfin, voilà, genre, moi, par exemple, mon genou. Ok, bon, bah, j'ai perdu une bataille, mon genou, il est pas bien. Mais bon, j'aurai d'autres, enfin, ça sera pas la dernière fois qu'il m'arrivera des choses aussi épouvantables. Et puis peut-être qu'un jour, je vivrai encore pire. Donc bon, Hmm. bah voilà, faut, par exemple, tu disais tout à l'heure, on s'écoute, si on s'écoute, on dit, bon, je suis fatiguée. Bon, bah moi, du coup, j'ai essayé d'adopter une autre stratégie. Ok, je suis fatiguée. Bon, bah c'est pas grave. Je vais essayer, du coup, de combattre plus comme ça. Je vais essayer de faire plus ça. Et comme ça, je vais me ferai plaisir. Comme ça, j'irai chercher ce petit truc. Et la fatigue, au final, ok, je suis fatiguée. Des fois, je m'entraîne, je suis au bout du bout et pourtant, je m'entraîne encore et ça marche. Donc, du coup, allez, bah, c'est quoi être fatiguée? Ok, je suis fatiguée, cool. Maintenant, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, voilà. Une karatéka de ton niveau, elle s'entraîne combien? C'est combien d'entraînements par semaine? C'est combien? Est-ce que tu es étudiante en parallèle?
Du coup, je faisais une licence d'économie et de gestion et du coup, là, juste l'année avant les Jeux, j'ai décidé de la mettre de côté parce que du coup, les entraînements c'était encore plus, enfin, je m'entraînais encore plus et donc du coup, en fait, il y avait une préparation physique le matin, ensuite un entraînement perso en début d'après-midi et un entraînement collectif en fin de journée. Donc, 3 entraînements dans la journée, Ouais, voilà. 4 fois par semaine, 4, 5 fois, parce qu'après, vous avez les compétitions le week-end souvent. Ouais, et quand il n'y a pas de compétition, du coup, j'allais, j'en profitais du coup pour rentrer dans mon club pour pouvoir m'entraîner, puis voir autre chose, et puis du coup être moins, parce que du coup c'est un contexte aussi un peu différent. Le club c'est plus plaisir et tout, copains, copines, donc du coup c'était cool aussi. Et en même temps on travaille dur, donc du coup ça permettait aussi de s'aérer un petit peu. Pas trop dur de changer techniquement, c'est-à-dire que tu as évolué avec un coach pendant des années qui t'a fait travailler sur une certaine méthode technique, technico-tactique, de distance, certains mots, et puis à un moment tu te retrouves avec d'autres coachs que tu connais pas, qui sont dans ton coin, qui ont peut-être d'autres mots qui disent autre chose, peut-être d'autres conceptions technico-tactiques. Pas trop dur ce changement-là. Pour moi ça n'a pas été compliqué. Ce qui a été compliqué en fait c'est euh, en fait, mentalement, par exemple, dans le club où j'étais avant, c'était tout le temps, en fait, tout ce que tu faisais, c'était pas bien. Tu avais toujours quelque chose qui pouvait s'améliorer. Tout était perfectible. Alors moi, du coup, aujourd'hui, je suis formatée comme ça. Tout est perfectible. Quand je me vois en vidéo, je peux pas apprécier un seul des trucs que je fais parce que je me dis mais non, j'aurais pu faire ça mieux et j'aurais pu faire ça comme ça. Alors du coup, en fait, à l'entraînement, c'est comme ça et c'est vrai que ça m'a vachement posé problème, surtout au début, parce que c'était quelque chose qui était qui est, Ancré. ouais, qui est ancré en fait dans mon caractère et de l'enlever comme ça. Du coup, on va dire que j'ai arrêté de vouloir l'enlever. J'essaye de comprendre et puis de comprendre, bon, ok, d'accord, c'est perfectible, mais du coup, c'est bien quand même, par exemple. Ok, mais je l'ai bien senti quand même. Si on enlève Mm. le côté technique, au niveau des sensations, c'était bien. Et du coup, j'essaye. Bon, c'est ancré en moi, c'est bien trop ancré en moi. Maintenant, je fonctionne comme ça, mais du coup, ouais, j'essaye du coup, au lieu d'essayer d'enlever quelque chose à mon bagage, j'essaye plutôt d'en rajouter d'autres et puis d'accumuler un petit peu tout ça. Tu me lances sur 2 questions super intéressantes que j'avais pas prévu d'aborder ce soir, mais la première, c'est, tu dis que ton geste n'est pas parfait, mais il te permet d'être au plus haut niveau, numéro 1 mondial. Et du coup, est-ce que ce geste, il n'est pas déjà parfait pour toi, puisqu'il te permet d'être à si haut niveau et il te permet de gagner? Ou est-ce que si on modifiait ce geste, tu serais meilleur? Ou est-ce que si on le modifiait, tu serais finalement pas aussi bonne parce que tu as ta façon d'effectuer tel coup de poing, tel coup de pied? Ouais, ouais, c'est une bonne question. En fait, je trouve que aujourd'hui, ce qui fait un athlète, pour moi, c'est ses petits défauts. Ces petits défauts qui deviennent en fait des grandes qualités parce qu'il est seul à avoir ces petits défauts et qui joue bien avec en fait et qu'au final, ça devient une vraie force. Et moi, je pense que c'est ça. Il y a des choses, forcément, des fois, ça me fera peut-être perdre, mais au final, ça me fera beaucoup plus gagner que perdre et ça me rendra beaucoup plus forte que l'inverse. Donc du coup, en fait, je pense qu'il faut accepter d'avoir des petits défauts. Alors c'est hyper compliqué, mais je suis la première à pas réussir et tout. Mais en fait, avec du recul, quand je suis sur le moment présent, c'est une catastrophe et tout. Je suis au bout du rouleau et tout. Mais quand je prends du recul après le soir, je me dis, franchement, c'est peut-être ça qui m'a fait gagner ce jour-là. Et puis c'est peut-être ça aussi. Donc en fait, je pense que faut accepter tous ces petits défauts et qui font, c'est un petit peu en fait comme dans la vie de tous les jours en fait. Bon voilà, par exemple, je fais que parler, je suis un petit peu chiante et tout, mais au final, c'est aussi, bon, c'est un côté négatif, mais c'est aussi un petit côté positif. Sinon, je serais pas moi et enfin du coup, je pense que c'est un peu ça le karaté et puis les autres sports quoi. C'est Tu regardes des vidéos de tes combats? Tu fais de euh, l'analyse vidéo de tes propres combats? Oui, mais pas toute seule, parce que du coup, sinon, j'ai tendance à avoir beaucoup de négatifs. Alors, soit en fait, si je le regarde toute seule, soit je vais vraiment le regarder très rapidement. Je vais pas réussir à rentrer vraiment dans les détails. Et par contre, si je rentre dans les détails, en fait, je vais être focalisée sur tout ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré. Et bon, comme je le disais, j'ai été formatée comme ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai besoin de l'appui des entraîneurs du CREPS qui sont là vraiment pour OK, t'as raison, ça c'est pas bien.
Par contre, ça, t'as vu? Est-ce que t'avais vu? Eh ben non, j'avais pas vu. Mais par contre, c'est vrai que ça, c'était bien ce que j'ai fait. Et au final, bon, bah, quand on pèse le pour et le contre, il y a vachement plus de pour que de Mm. contre. Mm. Et là, tu parles de combat où tu as gagné. Tu fais de l'analyse de vidéos de combat que quand tu as perdu ou est-ce que tu regardes tes victoires aussi? Non, franchement, bah forcément, on regarde tous les combats, mais je pense que c'est plus intéressant de regarder. Enfin, il y a plus de choses à regarder, je pense, dans un combat où tu gagnes que dans un combat où tu perds. Pourquoi? Euh, Parce que quand tu perds, tu vas être. Bah déjà, quand tu perds, bon voilà, c'est que tu as déjà perdu, c'est que ça joue au début, Mm. c'est qu'au début, t'as pas été bon. Ensuite, je pense que quand tu perds, enfin, tu débloques un peu un instinct de survie. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. C'est un petit peu un instinct de survie et du coup, voilà, là, tu vas faire beaucoup à l'instinct. Alors que quand tu gagnes, bon, tu vas essayer de calculer des choses, tu vas essayer de mettre des choses en place, etc. Enfin, même quand tu perds, tu les mets en place. Mais je pense que, du coup, le gros du travail qui est à l'entraînement, en fait, il se fait surtout au début du combat, avant de débloquer le score et pour débloquer le score. Et donc, je pense que le plus intéressant, c'est la manière après quand tu gères ton score parce que bon bah forcément après aller chercher des points. De toute façon, il faut que tu ailles chercher des points, t'as pas le choix. Alors après maintenant, quand tu gagnes, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas plutôt, enfin quelle stratégie tu vas adopter Tu et vas tout. mettre une pression, tu vas feinter, tu vas reculer pour contrer. Comment tu vas gérer cette. C'est ça que tu dis. C'est super intéressant ce que tu dis parce que quand tu dis. Si tu as déjà entendu parler des trois cerveaux, il parle de cerveau supérieur, mammifère, reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est celui de survie, comme tu dis, c'est celui sur lequel tu réfléchis pas. C'est celui, je me sens attaqué et je vais répondre. Et en fait, quand je raconte l'histoire, je raconte, mais et souvent en combat comme nous on fait, c'est le cerveau mammifère qui doit parler. C'est celui qui réfléchit malgré tout, qui calcule. Il est à telle distance, je vais feinter. Quand il va réagir, je vais faire ça. Donc c'est super intéressant que tu dises finalement, quand tu perds, c'est le cerveau reptilien et du coup, c'est moins intéressant de regarder. Et d'un autre côté, c'est super intéressant aussi parce que tu es en train de dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est travailler sur mes points forts. Je veux travailler sur mes victoires, je veux travailler sur mes points forts. Mm, mm. Ouais. Gwendo, t'as plus de batterie? C'est Non, ça? c'est bon, Non? c'est bon, c'est bon, j'ai réglé le problème, c'est bon. Ouais, Je cherchais le chargeur, mais c'est bon, c'est bon. on est bon. C'est Et bon. j'ai une dernière question Ouais. et après, je vais te libérer pour ce soir. Euh, ma question, ce serait comment tu gères du coup, parce que alors je sais, je pense qu'il vous a incité un petit peu à être à utiliser plus les médias sociaux, les réseaux sociaux, les médias. Je pense que vous avez peut-être été incité à plus les utiliser, mais j'étais une des fers de lance peut-être avec Alex dans l'équipe de karaté sur les réseaux. Tu communiques énormément, tu as créé une chaîne YouTube, tu avais même créé une chaîne pour apprendre le karaté en ligne. D'où vient est-ce que c'est une passion? D'où ça vient? Pourquoi tu le fais? Est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu? Ouais. Bah déjà, moi, c'est quelque chose qui me passionne, hein. Bah déjà, je suis hyper communicante. J'aime partager, j'aime recevoir des bonnes ondes. Et en fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, bon, bah, je l'ai vécu, hein, recevoir de mauvaises ondes et puis de recevoir des messages de personnes vraiment pas sympas et tout. Et en Mm. fait, je sais que ça a ce côté-là aussi, mais aujourd'hui, les réseaux, ça m'a apporté énormément parce que ça me permet de partager avec les autres. Et du coup, ça me permet en fait de me rendre compte aussi de tout ce que j'accomplis, de tout ce que je fais. Et puis, ça me permet aussi de quand même garder un peu les pieds sur terre en me disant, ouais, bon, ok, je fais ça, mais alors, bon, c'est cool, ça intéresse telle et telle personne, mais en attendant, enfin, je sais pas. En fait, j'aime bien parce que je trouve que ça me fait garder un pied dans le monde réel, entre guillemets. Parce que quand on est dans le milieu du sport, on est toujours. Il y a un petit groupe, on est toujours dans ce même petit groupe et on est renfermé et on bouge partout à l'étranger, on fait des compétitions, on voit toujours les mêmes personnes. Et en fait, je trouve que ça permet ouais, de peut-être ouais, garder un peu les pieds sur terre. C'est cool, je trouve. On va dire que si j'avais pas les réseaux sociaux, sachant que j'ai pas ma famille près de moi, Mhm. ben, je pense qu'il y aurait un vide, un creux, et que je pourrais pas forcément combler.
Et je pense que c'est un équilibre en fait d'être sportif de haut niveau ou même de performer dans sa vie hein, en général. Je pense qu'il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps et puis, enfin, c'est vraiment un équilibre. Il faut être bien un peu partout. Et je pense que je serais pas bien dans ma tête si je pouvais pas le partager avec tout le monde et puis discuter de telle ou telle chose et de partager mon univers et tout. Et voilà. Dis-moi, Gwendoline, dis-moi où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver sur Instagram, sur Facebook, je sais pas où tu communiques, explique, dis-nous où on peut te suivre. Bah, du coup, moi, je suis beaucoup, beaucoup sur Instagram, donc Gwendoline-du-bas Philippe. Et sinon, bah, pareil sur YouTube aussi. Là, je me lance en plus depuis le début du confinement. Du coup, bah, ça me permet de vachement profiter de ça pour prendre le temps aussi de faire les choses. Donc, du coup, bah, je me suis à fond lancée sur YouTube. Et donc, bah, Gwendoline Philippe, voilà, tout simplement. Pareil sur Facebook. Et puis bon, par contre, je me suis lancée sur Twitter, mais je suis pas une grande adepte de Twitter. Enfin, je sais que c'est hyper intéressant, mais j'arrive pas trop à l'utiliser. Donc bon, il y a pas trop de news. J'essaye, mais TikTok, pas encore? TikTok, bon, en fait, j'ai commencé. Honnêtement, j'étais avec ma petite sœur là cette semaine et du coup, j'ai commencé à faire quelques vidéos avec elle, mais en fait, j'ai un petit peu honte de les poster. Donc, on verra peut-être dans quelques jours si je me sens de poster. C'est le Mais truc des jeunes. C'est encore plus jeune que toi, TikTok, c'est ah ça? ouais, c'est jeune. Franchement, c'est ma petite sœur qui m'a initiée. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est et tout, mais j'ai l'impression que tout le monde y est. Donc bon, j'ai testé. On verra si dans quelques jours, je suis prête à en mettre, à me mettre dessus. Ok. Gwendoline, merci beaucoup merci pour ce temps passé avec nous. Merci pour ta bonne humeur. Je te souhaite un maximum de réussite dans ton karaté et puis dans ta vie perso et puis dans tes comptes YouTube, TikTok et Instagram. Et puis je te remercie une nouvelle fois pour cet entretien. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Hein. Merci beaucoup et ça a été un plaisir de partager tout ça avec toi et puis avec tout le monde du coup.